Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Bordeaux, je suis le directeur des opérations d'EasyTeam et je viens vous faire un ou plusieurs même retours d'expérience au nom des clients chez qui on a travaillé l'année dernière. Je vais vous dire 2-3 mots rapidement sur EasyTeam pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on est une société de services qui travaille dans le monde du cloud computing et entre autres dans le monde du cloud Oracle. Donc c'est une entreprise qui a été créée il y a une quinzaine d'années autour d'un partenariat à l'époque exclusif avec Oracle. Et donc on fait de l'Oracle depuis à peu près 15 ans. On est devenu le leader ou un des leaders en France dans ce laps de temps. Et on a une expérience assez forte du monde Exadata puisque ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ces plateformes. Donc sur les tout premiers dossiers, pour ceux qui connaissent un peu l'Exadata. On est centre de formation Oracle, partenaire Platinum, et donc on opère aujourd'hui chez une quarantaine de clients sur des plateformes Exa. Donc quand il y a 2-3 ans, les plateformes Exadata Cloud at Customer sont arrivées, on s'y est intéressé d'abord parce qu'on connaît très bien cette plateforme et ses qualités, mais aussi parce qu'on a une stratégie cloud. Donc la somme des deux nous a conduit à développer des offres et à accompagner des clients dans des projets de migration vers ces plateformes et donc de changement de modèle pour aller vers le cloud at customer, donc le cloud public dans vos data centers. Donc les intérêts de l'offre, je vais essayer de transcrire ce qui intéressait les clients au fur et à mesure qu'on menait les études et qu'on les aidait à faire ces transformations. D'abord, passer d'un modèle CAPEX-OPEX, j'investis dans des licences, ça me génère un flux de support. 2 ans après, j'ai besoin d'autres licences, soit parce que j'ai de la croissance, soit parce que j'ai besoin d'options. Je refais du CAPEX, ça me régénère de l'OPEX. En parallèle de ça, j'ai mon infrastructure qui fonctionne sur le même système. Et donc, je suis sans arrêt dans un système investissement, support, CAPEX, OPEX, ça se cumule. Et j'ai du mal à maîtriser mes budgets et j'ai du mal à avoir une vision assez claire de ce que ça va me coûter dans le temps. Deuxième axe, il y a eu pas mal de débats autour des audits Oracle, donc des sujets de compliance. Donc les clients se sont renforcés au fur et à mesure des audits, donc pas uniquement d'Oracle. Je rappelle que c'est Microsoft le champion de l'audit en France. Mais ces problématiques empoisonnent un peu les relations clients Oracle et autres éditeurs. Et ce qui est intéressant, je pense, dans ces solutions, c'est que quand on passe dans un mode OPEX, donc dans la location de services, on change le paradigme dans le sens où on n'est pas en train de chercher à se protéger d'un éventuel audit parce qu'on aurait mal maîtrisé son SAM. On est plutôt dans l'optique d'optimiser ses coûts à travers une démarche FinOps de mesure de ce qu'on utilise versus ce dont on a besoin pour ces workloads. Donc ça, c'est un point qui finalement s'est révélé à notre surprise assez important pour les clients. Cette espèce de tranquillité, de sérénité qu'on a avec ce modèle-là. Le modèle PSUGO, on en a parlé. Beaucoup de clients dimensionnaient leurs infrastructures par rapport au pic d'activité. Avec la solution ExaCC, on travaille sur la moyenne, plutôt concrètement sur la moyenne haute. Je parlais du bursting tout à l'heure. C'est pas envisageable d'activer le bursting toutes les 10 minutes ou toutes les demi-heures. Donc quand on fait nos études, on travaille à aller chercher la moyenne avec l'absorption des pics courants. Donc il y a un curseur à positionner. Et ensuite, les clients qui ont des workloads un peu particuliers, qui ont des activités très saisonnières, je pense au retail par exemple autour de Noël, eux ils bénéficient pleinement de ces solutions-là, parce qu'avant ce qu'ils faisaient c'est qu'ils taillaient au pic, ou presque au pic, donc ils étaient en difficulté à Noël, et ils étaient très à l'aise le reste de l'année, donc ils exploitaient mal leur plateforme 90% du temps, et les 10% qui restaient étaient des périodes où ils faisaient d'ailleurs aucun projet d'infrastructure, de peur de la suractivité run à cette époque-là. Donc ça, c'est très bien reçu aussi chez les clients. Les options PAC disponibles, on en a parlé aussi. Au-delà du fait d'avoir la garantie de ne pas avoir d'autres investissements à faire, puisqu'on a toutes les options en PAC qui sont disponibles aujourd'hui, mais aussi demain. Donc si vous achetiez des licences et des options à travers un ULA, vous n'aviez jamais la garantie d'avoir à terme tout ce dont vous avez besoin, puisque vous ne pouviez pas préjuger de ce qui allait sortir. Là, vous êtes couvert, quelle que soit l'évolution d'Oracle. Et surtout,
c'est pareil, c'est un point qui change la relation avec Oracle et qui change le comportement de vos DBA. C'est-à-dire que vos DBA, pour peu que vous ayez un SAN dans votre entreprise, ils se méfient quand ils utilisent une fonctionnalité, ils vont chercher à savoir si par hasard c'est pas lié à une option, auquel cas ils pourraient avoir des problématiques avec l'équipe SAM. Donc ils sont dans un mode un peu défensif, ils ont tendance à rester sur leurs équipes. Là vous avez accès à tout, et donc maintenant le débat il est complètement inversé. Le débat c'est, j'ai besoin de faire une transformation, est-ce qu'une option ou est-ce qu'un pack permet de le faire? Autrement dit, mon challenge en tant que DBA, c'est de savoir ce qu'on peut faire. Et donc ma relation avec Oracle elle est très différente, parce que j'ai intérêt à appeler Oracle pour savoir si mon projet, que je veux mener de telle ou telle façon, je ne peux pas l'accélérer avec une option ou un pack dont je n'ai pas forcément connaissance. Oracle dépense des milliards en R&D tous les ans pour développer ses options et ses packs. Et donc le paradigme change complètement, la relation change complètement. Oracle est vu de nouveau comme un apporteur de valeur et pas comme un hypothétique gendarme qui pourrait nous contrôler demain. Donc c'est une vraie transformation dans la relation. Et c'est beaucoup plus agréable pour nous en tant que partenaires de travailler évidemment dans ces conditions-là. La plateforme Exadata, les clients qui n'étaient pas sur Exadata, en allant vers ExaCC, Exadata Cloud Customer, non seulement passent dans un modèle cloud, mais bénéficient de la capacité de consolidation, d'industrialisation et de la performance de la plateforme. Donc ils ont un double bénéfice en allant vers cette plateforme qui est connue depuis de nombreuses années, qui a fait ses preuves et qui amène tout un système d'automatisation du patching des couches basses. Donc on va parler stockage, réseau, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice indirect, je dirais, de l'ExaCC. Et enfin, la dernière chose, c'est que aujourd'hui, le cloud public Oracle n'est pas présent en France. Demain, ça va certainement évoluer. Même s'il l'était, je pense aux concurrents, Amazon, Azure, par exemple. De toute façon, il y a des freins dans l'entreprise à l'adoption du cloud, surtout chez les opérationnels. Paradoxalement, là où on pourrait s'attendre à ce que les DBA aient envie d'utiliser les options et les packs, bien souvent, ils freinent par peur de l'inconnu. Et donc, on lève les deux freins les plus faciles en ayant de l'Exadata Cloud at Customer avec le côté at Customer. Parce que le premier frein, c'est le RSSI qui va vous dire, moi, les données, j'ai pas confiance, je veux maîtriser où elles sont, etc., etc. Et les admins réseau qui vont dire, moi, je vais avoir des problèmes de latence, ça ne fonctionnera pas, comment on fait en ayant les serveurs d'application à gauche et les bases à droite. Donc c'est un vrai argument à tel point que les concurrents s'y sont mis depuis. Donc Oracle a été précurseur sur ce modèle, c'est ce qui explique aussi, je pense, son succès. Les enjeux, alors il y a évidemment des discussions autour des éventuels retours sur investissement, à transformer du support via du GUL, à arrêter à moyen terme un flux de support. C'est pas forcément ce qui revient dans les discussions le plus souvent. Moi, ce que j'ai beaucoup vu dans les différentes études qu'on a faites, c'est l'envie de moderniser ces infrastructures. C'est revenu assez souvent. J'ai pas mal de clients qui se retrouvent avec des parcs parfois importants en volume, et qui ne savent pas répondre aux contraintes qui viennent par le RSSI, donc là je pense à mes clients bancaires, de patching. Je ne parle pas forcément de PCI DSS, où là c'est effectivement assez lourd et il y a un patching important à mettre en œuvre, mais même en termes de failles de sécurité. Oracle publie tous les 3 mois des pages qui corrigent les failles de sécurité. Si vous n'appliquez pas ces patchs, votre RSSI va vous dire vous êtes à risque, sauf que bien souvent, si vous voulez appliquer ces patchs, il faut gérer des arrêts de service, parfois sur des volumes importants en nombre de serveurs et de bases, et quand c'est pas possible, eh ben on ne le fait pas. Et donc on a une problématique de risque de maintien de l'infrastructure. Sur ExaCC, nativement, on est Oracle, et on bénéficie des services de Platinum pour ceux qui connaissent Exadata, donc de CloudOps aujourd'hui, de patching, et donc on est en situation de mettre à jour toutes les couches basses sans arrêt de service, comme on le faisait à l'époque avec Exadata. Et grâce à Oracle, on est en capacité de faire son patching en mode rolling, donc sans arrêt de service également. Donc la gestion est un peu fastidieuse, mais on arrive à ne pas arrêter le service, et c'est parce qu'on arrive à ne pas l'arrêter qu'on arrive à patcher. Si on ne sait pas faire ça, on ne patche pas.
Et donc j'ai pas mal de clients qui finalement étaient intéressés par l'ExaCC parce que ça amenait aussi l'option rack, plus le patching des couches basses, et donc ça leur permet tout simplement de maintenir un parc à jour, ce qu'ils ne savent pas faire aujourd'hui. Je vais aller moins vite que lui, mais je continue. Les contraintes RGPD, donc bon, RGPD, je pense que si vous avez vu l'actualité, vous avez vu, je crois que c'est British Airways qui a eu une jolie amende récemment, ça arrive, c'est un vrai sujet. Donc les sujets qui sont autour, c'est le chiffrement, c'est le masking, etc. etc. Et globalement, c'est tout un ensemble d'options de packs chez Oracle. Là, la question ne se pose pas, c'est même une approche assez différente puisqu'on chiffre par défaut. Donc on va être de facto compliant RGPD, et pour des questions aussi budgétaires, c'est un vrai levier pour l'ExaCC, puisque entre un investissement en options parfois lourd et une transformation vers le cloud qui est quand même qui amène plus de valeur et c'est très vendeur vis-à-vis de la direction générale aussi, c'est plus facile d'aller dans ce sens-là et on répond au passage à ces contraintes. Par ailleurs, les clients Exadata n'ont pas d'autre choix que de faire du chiffrement Oracle. Il n'y a pas de solution tierce pour chiffrer un Exadata. Donc du coup, si on a un Exadata et qu'on veut chiffrer, on peut se poser la question de l'ExaCC. Se préparer dans le cloud public. Alors, on parle beaucoup OCPU dans les ExaCC, mais en fait, ce sont des universal credit. Donc, si on embête les clients avec cette notion d'universal credit, donc le principe, c'est que ce sont des crédits cloud, si vous voulez, et quand vous consommez de l'OCPU, ça se quantifie en crédit cloud, c'est parce que demain, ce volume d'universal credit, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Vous possédez un volume d'universal credit, si votre besoin en OCPU Oracle baisse, vous avez un budget pour aller chercher du cloud public. Et si vous êtes prêt, parce que vous êtes déjà en ExaCC, si vous êtes prêt à aller dans le cloud public, vous allez aller en ExaCS, Exadata Cloud Service, qui est exactement le même service. La marche, elle n'est pas très importante. On va parler réseau et sécurité. Donc les deux freins qu'on avait au départ, si demain on sait les lever, parce qu'on a plus on a une meilleure technique pour le faire, une meilleure technologie, les réseaux sont plus rapides, mais aussi parce que les freins en interne ont été levés, les freins psychologiques, parce que le cloud se répand partout, et pas que chez Oracle, donc ça arrive, ça va arriver. Il y a 2 ans, parler de cloud, c'était très difficile. Aujourd'hui, les DSI en parlent assez facilement. Vous êtes prêts. La marche à suivre, elle n'est pas très compliquée, la marche n'est pas haute. Donc en termes de retour d'expérience, il y en a plusieurs. Donc on a des sociétés d'assurance, dont une assez connue sur la place pour son projet ExaCC, qui a travaillé énormément sur les aspects industrialisation. Donc ils sont servis du projet ExaCC pour faire différentes choses. D'abord pour homogénéiser les pratiques entre les sites en posant une plateforme commune, donc comme on aurait pu le faire avec des Exadata, et en ayant un deuxième palier qui était d'aller chercher, il y a aussi un intérêt financier potentiellement, pas toujours, il y a des clients qui ne gagnent pas d'argent à faire de l'ExaCC, ils vont chercher la modernisation, mais dans leur cas, à eux, ça a été en plus rentable. Par contre, ce qu'ils n'avaient pas forcément bien anticipé, et ce qui n'est pas... c'est pas uniquement dans le cas du pass Oracle, c'est le cas de tous les passes, c'est que le pass, par rapport au IaaS, en fait, c'est le CSP, donc Oracle ici, qui l'industrialise. Donc il industrialise de la même façon pour tout le monde, ce qui fait que vous avez de la fiabilité, vous avez de la performance, vous avez des fonctionnalités parce qu'ils savent industrialiser, mais à contrario, ça vous amène des contraintes. Et ces contraintes, je prends le cas d'Oracle, il y en a qui sont parfaitement acceptables, comme le chiffrement par exemple. Ça paraît plutôt simple d'aller chiffrer, mais vous ne pouvez pas exploiter du PaaS comme du IaaS. Il y a nécessairement des contraintes techniques en plus, et ces contraintes techniques, elles peuvent être compliquées à digérer par les opérationnels en termes de gestion du changement. Donc il y a un accompagnement à faire pour leur expliquer qu'ils n'ont pas acheté un nouveau bac à sable pour jouer, qu'ils achètent des crédits cloud, que la base de données, ils ne vont pas la déployer avec leur script habituel, ils vont la déployer avec l'interface ou alors avec des API REST existantes, et ils vont devoir changer leur façon de travailler, ils vont devoir changer leur façon de patcher aussi. C'est pareil, on ne va pas le faire à la main, on a des outils pour faire ça. Ils vont devoir changer leur exploitation. Et ça, c'est pas toujours simple parce que vous avez des équipes qui ont leurs petits scripts à eux, leurs petites habitudes, qui sont parfois bien ancrées, et je pense que ça les rassure aussi d'arriver dans un environnement où il y a
il y a leur trace et ils n'aiment pas que ça disparaisse. Donc il y a des freins en interne. Il y a quand même, il faut se le dire, beaucoup de dossiers qui sont des dossiers top-down. Donc il y a aussi cette partie-là à gérer. Hein. C'est souvent des décisions, et comme il y a des freins en interne, là, c'est souvent des décisions au niveau DSI ou direction générale. Et ensuite, derrière, il faut recoller un peu les morceaux, réexpliquer. Donc l'accompagnement au changement, c'est un vrai sujet. Chez beaucoup. Et l'exemple bancaire, donc je l'ai cité, hein, le client en question avait été vers VMware, donc il avait un bon millier de bases sur DVM, sauf qu'il ne savait pas les patcher. Donc il avait 1000 OS, 1000 bases à patcher, il fallait gérer 1000 arrêts de service à chaque fois. C'est juste impossible. Je pense qu'ils n'ont jamais osé en parler au métier, tellement ça paraît impossible. Donc un parc ensuite qui est vieillissant. Donc pas sécure, pas exploitable. Puis un jour, il faut changer de version majeure, et là, c'est le drame. On ne sait pas faire. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ces dossiers-là? Donc on accompagne les études. Donc Oracle a des études appelées Insight. Chez les clients que l'on connaît bien, on va un petit peu plus loin, comme on les connaît bien, on travaille plus sur l'analyse de l'existant, on fait de la métrologie, donc on essaie avec eux d'aller voir sur l'année passée comment se comporte leur plateforme, travailler sur les perspectives. Et donc, avec cette étude qui est industrialisée chez nous, on les aide à faire le sizing de leur plateforme et à identifier le curseur à positionner en termes de nombre de CPU. On travaille aussi avec Oracle sur ces sujets-là, donc on est présent sur l'étude d'opportunité. Et l'autre point qui est fondamental et qui est souvent mal anticipé chez les clients, c'est que quand vous allez vouloir aller vers l'XACC, vous allez devoir gérer un projet de migration, un changement d'exploitation, de la formation, puisque comme toutes les technologies sont accessibles, si vous voulez en profiter, eh bien, il faut que les gens en aient connaissance, donc il faut les former. Vous avez un certain nombre de transformations qui vont avoir lieu, le chiffrement par exemple, vous allez probablement faire de la compression, parce que ce serait dommage de ne pas le faire. Donc il faut connaître ces technologies, et toutes ces transformations amènent des petits réglages, des petits coups de tournevis, parce que la performance, de temps en temps c'est mieux, de temps en temps c'est moins bien, avec l'activation de telle ou telle fonctionnalité, donc le témoignage précédent en faisait état. Tout ça, ça prend du temps, et il n'y a aucune chance pour que vos équipes arrivent à modifier leur exploitation, à gérer le projet de migration, à se former, à mettre les coups de tournevis post-migration dans un délai court. Et on sait que plus un projet est long, plus il est cher. Donc ce qu'on fait, on monte des usines de migration et on s'engage sur les délais, sur le résultat et au forfait pour faire en sorte que vos 500 bases, 6 mois après, elles soient dans le cloud, chez vous. Et on vous aide à travers des plans de formation qui sont souvent assez conséquents. Parce que si on va faire du cloud, c'est quand même dommage de ne pas aller en multiplexer, c'est dommage de ne pas regarder l'autonomous, c'est dommage de ne pas compresser. Il faut chiffrer. Il y a l'Active Data Guard, enfin, il y a tout un tas de fonctionnalités, donc il y a souvent un plan de formation avec. Donc, voilà, on accompagne les clients sur ces trois dimensions. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci.